qui viennent assister à un concert. Et puis, tu as 4 hommes qui sont rentrés dans le bâtiment. Ils ont tout parcouru le centre commercial et puis ils sont allés dans la salle de concert. Et tous ceux qu'ils ont croisés, ils les ont abattus. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter où ça a été très vite supprimé, et qui montrent les différentes étapes de l'attaque et de la panique des gens. Ça montre aussi ceux qui ont réussi à s'enfuir et ceux qui ont tenté aussi d'aller sur le toit avant que les assaillants n'incendient ce toit-là. À 22h23, tu as l'organisation État islamique qui revendique l'attaque. Et au moment où je vous parle, là, on compte 40 morts et une centaine de blessés. Et il est possible qu'au moment où vous regardez cette vidéo, le bilan soit bien plus lourd que ça. L'État russe, il a rapidement demandé à tous les pays de condamner l'attaque et globalement, l'ensemble des pays ont condamné l'attaque. Et les grands événements publics à Moscou ont été annulés jusqu'à nouvel ordre. Et vous savez, dans l'équipe, on a Deb, et Deb parle russe et ukrainien. Du coup, elle a pu regarder un petit peu les médias ukrainiens pour voir ce qu'ils disaient de cette attaque-là. Du coup, eux, ils disent que l'État russe est un peu dans une situation délicate vu que c'est l'État islamique qui a revendiqué cette attaque-là et que l'État russe se serait compromis en s'alliant notamment avec les Tchétchènes dans la guerre en Ukraine, mais aussi en soutenant le Hamas à l'ONU. Et ils parlent aussi de l'attentat qui serait potentiellement organisé par les services secrets russes ou laissé faire par les services secrets russes pour justifier ensuite la dictature et le renforcement de la dictature. Dans les médias russes, tu as des médias d'opposition qui sont situés en dehors de la Russie, tu sais, et eux, ils critiquent beaucoup le rôle du FSB. Donc le FSB, c'est l'un des services secrets russes. Là, du coup, sur ces chaînes-là, ils sont jugés totalement inefficaces par rapport à ce qui s'est passé, évidemment. Le rôle de l'État dans la protection de la population est donc remis en cause. On a donc la guerre, l'escalade militaire, la mobilisation et maintenant les attentats. Ça commence à faire beaucoup pour la population russe. On a fouillé un petit peu avec Debbie les vieux articles, notamment russes, qui existent. Et en fait, on a remarqué que les menaces d'attentats en Russie, ça date pas d'aujourd'hui. En fait, tu as des opérations antiterroristes qui se sont multipliées dans tout le territoire russe. Par exemple, le 3 mars, les autorités russes ont abattu 6 combattants présumés de l'organisation État islamique dans le Caucase. Le 7 mars, tu as eu une opération similaire avec une grande mise en scène des autorités russes. Dans l'article, il parle aussi d'attentats déjoués de Biélorusses qui étaient prévus près de la frontière avec la Finlande. Le 16 mars, le FSB a dit qu'il avait arrêté un attentat en préparation en Transsibérie. Et à Zaporozhiva, le 22 mars, le FSB a annoncé avoir arrêté des terroristes qui seraient, selon eux, des agents ukrainiens. Et la liste des attentats déjoués en 2022 et 2023, comme vous pouvez le voir sur cet article, c'est assez long. Et la grande question, c'est de savoir quelle organisation il y a derrière toutes ces actions et surtout quels intérêts ils essayent à défendre, tu vois. Et la question importante sur la suite de la guerre, c'est de savoir à quel point l'État ukrainien est-il impliqué ou non dans ces affaires-là. Sauf que, évidemment, c'est impossible puisqu'on n'est pas sur place et que les seuls qui sont sur place, c'est le FSB. Et du coup, on ne fait pas confiance à des services secrets russes. Du coup, il ne faut pas s'attendre à des réponses claires là-dessus. Et face à la multiplication de ces opérations antiterroristes, tu as l'administration états-unienne qui avait prévu ses ressortissants début mars de potentielles attaques terroristes. Tu as eu beaucoup de trucs sur Internet en disant les États-Unis avaient prévu parce qu'ils ont organisé. Nous, on s'est rendu compte que non, les États-Unis avaient prévu parce qu'en fait, tu avais une ambiance d'attentat général en Russie qui n'arrêtait pas d'augmenter jour après jour. Pour l'instant, il n'y a rien qui associe les États-Unis ou l'OTAN avec ce qui s'est passé à Moscou ce soir. La situation était donc déjà tendue avec le risque d'attaque qui était visible depuis l'extérieur. Du coup, on a l'impression que l'État russe, il perd le contrôle, tu sais. Il perd le contrôle de la société russe et il perd le contrôle de toutes les conséquences qu'entraîne la guerre en Ukraine. Alors, pendant que l'État russe envoie l'armée au front en Ukraine pour très peu de bénéfices ou de victoires, tu as la population qui doit subir l'inflation et qui doit subir maintenant les attentats. Et après 2 ans de guerre, la colère, elle commence à monter contre le gouvernement. Et du coup, l'État russe, il aura du mal à mobiliser en Ukraine si les Russes voient que c'est pas leur seul adversaire, quoi. Le problème, c'est que la fragilité de l'État russe ne sera pas forcément remis en cause dans l'intérieur, où ça va être compliqué parce qu'en fait, tu n'as aucune opposition structurée en Russie. T'as Poutine, il vient de remporter l'élection à plus de 80%, tu vois, au premier tour. Faute en fait de véritables concurrents parce qu'en fait, dès qu'il y a des organisations contestataires, elles sont supprimées, démantelées, dissoutes, ou voire même assassinées. Les 2 gros opposants à Poutine qui sont Prigojine et Navalny, ils ont été assassinés ces derniers mois. L'État russe semble donc seul et il semble fragile, les 2 à la fois. Et forcément, les attentats qui viennent de se passer à Moscou, ça va l'obliger à changer de stratégie. Et là, on va commencer à avoir des hypothèses. Ok, la première hypothèse, c'est que l'État russe, il va utiliser les attentats pour essayer de renforcer sa légitimité, pour essayer d'aller encore
plus loin dans la guerre en Ukraine en décrétant la mobilisation générale et compagnie, parce que la guerre, ça permet à la classe dominante de renforcer sa propagande et d'éliminer les oppositions à venir. Les attentats sur le territoire russe, tu sais, ça transformerait l'opération spéciale, tu sais, en une véritable guerre officielle et déclarée, donc avec une mobilisation totale de la population. L'escalade militaire côté russe est donc envisageable, et à côté, la même chose avec l'OTAN, et notamment avec Emmanuel Macron qui, depuis quand même plusieurs semaines, appuie à fond sur l'accélérateur, multipliant les accords militaires et annonçant envisager l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Donc l'escalade militaire, il est aussi de l'autre côté. Donc les deux, voilà, ils peuvent aller très 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 loin comme ça, s'ils se motivent un petit peu. Donc c'est vraiment le pire des scénarios, en vrai. Mais en même temps, quand on y pense, l'État russe, il paraît tellement fragilisé qu'il ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, etc., avec une guerre, machin. Du coup, ça paraît compliqué de justifier un renforcement de la guerre en Ukraine qui aboutit à pas grand-chose et de ne pas s'attaquer à l'État islamique. Alors, tu me diras, il pourrait faire les deux. Sauf que non, parce qu'en fait, lutter contre l'organisation État islamique, c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas vraiment de territoire, ils n'ont pas d'État, ils n'ont pas d'armée officielle. Peut-être tu te bats un peu comme un fantôme, tu vois, qui est un peu partout en même temps. Et ça, c'est très compliqué à mener une guerre contre le terrorisme. Il y en a beaucoup qui ont essayé, très peu qui ont réussi. Donc clairement, on les voit mal mener à la fois le front ukrainien et à la fois le front contre le terrorisme islamique. Et donc, il va falloir choisir. Et il est possible, du coup, qu'ils arrêtent un peu les frais sur la guerre en Ukraine, surtout qu'ils ont un petit peu l'avantage en ce moment-là. Donc peut-être ralentir la guerre en Ukraine, voire signer des accords de paix pour pouvoir concentrer l'économie de guerre et l'armée russe sur le front contre le terrorisme islamique. Et donc avec des grandes opérations policières dans le Caucase notamment, et aussi avec l'organisation d'attaques et d'occupations de grande ampleur au Moyen-Orient. Et quand on pense à cette possibilité, on voit qu'il y a pas mal de pions qui s'alignent. Par exemple, l'Iran, là, ils ont subi très récemment une attaque terroriste qui a fait très très mal aussi. Et la Chine, eux, ils ont besoin de présence militaire au Moyen-Orient pour contrer l'influence états-unienne qui contraint ces accords commerciaux. Et du coup, on peut voir apparaître un front Russie-Iran-Chine antiterroriste au Moyen-Orient avec le soutien d'anciens alliés militaires antiterroristes comme l'Arabie Saoudite. Sachant que ce front militaire qui peut se former existe déjà d'un point de vue diplomatique et existe déjà d'un point de vue économique. Donc ce serait juste la continuité de cette histoire-là. Donc ça paraît probable. Sachant que l'État russe, il a poussé le retour du gouvernement syrien sur la scène internationale avec l'Arabie Saoudite notamment. Donc c'est pas impossible de voir arriver des bases militaires russes soutenues par la Chine et par l'Iran en Syrie dans les prochaines semaines. Dernier point, et pas des moindres, l'État turc, lui, le grand allié de la Russie, on vous prépare une vidéo là-dessus, a annoncé qu'ils allaient mener bientôt une nouvelle opération militaire contre les Kurdes, qu'ils accusent eux aussi de terroristes. Sauf qu'ils ont absolument rien à voir avec l'État islamique, ils ont combattu l'État islamique, mais bon, dans la propagande de guerre, on peut dire que tout le monde est terroriste, ça passe. Les Kurdes qui sont installés principalement en Syrie et en Irak, là où est largement aussi présent l'État islamique. Du coup, une telle alliance antiterroriste pourrait être rejointe par l'État turc. On aura alors de nombreux États qui ne sont pas vraiment alignés sur les intérêts états-uniens et qui vont mener en même temps de vastes opérations au Moyen-Orient pour gagner de l'influence et gagner du contrôle sur la région. Et donc ça, évidemment, au détriment de l'État états-unien qui va perdre de ses leviers d'action dans la région et qui a comme seul grand allié l'État israélien qui s'enfonce toujours plus dans la guerre et le massacre en Palestine, ce qui détériore toujours plus les futures relations avec les autres pays de la région. Donc il est possible que derrière cet attentat, il y ait une accélération de l'échiquier politique au Moyen-Orient. Évidemment, tout ça, ça reste des hypothèses avec les éléments qu'on a pour l'instant, d'accord? Ça va peut-être évoluer dans les jours à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Canard Réfractaire, comme ça vous serez au courant de toutes les évolutions de ce dossier-là. Bref, l'attentat de Moscou se rajoute donc à une longue liste interminable de tragédies qui frappent les populations. La faute à un jeu permanent de déstabilisation et de conquête mené par les différentes puissances mondiales. L'État islamique, né dans les prisons états-uniennes en Irak, continue aujourd'hui d'agir et de tendre les tensions géopolitiques qui étaient déjà très menaçantes. Et donc on sent que dans une telle situation, tu vois, la bascule vers la guerre totale, elle peut avoir lieu très rapidement. Et du coup, raison de plus de rester vigilants, nous tous, là, de rester vigilants, d'être prêts à l'action. Parce qu'en France, comme en Russie, il se peut que le peuple soit le seul acteur qui puisse arrêter l'escalade militaire dont on paye toujours le prix, que ce soit au Bataclan, à Kiev, à Moscou ou en Palestine. Bon, c'était le Canard Réfractaire à 1h du matin. Le ton est un peu plus bas parce qu'il